Bonjour, alors dans ce chapitre 1 du thème 2 de chimie, on va s'intéresser à la stabilité des solides, solides ioniques et solides moléculaires. On va comprendre pourquoi ils sont stables. Donc pour ça, il faudra qu'on comprenne dans un premier temps la structure des solides, d'accord, et les interactions qu'il y a au sein de ces solides. Donc on verra qu'il y a plusieurs types de solides dont les règles de stabilité diffèrent. Donc on verra également, accessoirement, comment est-ce que le margouillat y fait pour tenir au plafond. C'est parti. On commence par les solides ioniques, définition, autour d'un exemple. Prenons l'exemple du fluorure de calcium, CaF2. En fait, on sait que sa structure, elle est organisée. Elle est organisée par un réseau d'anions, F-, et de cations, Ca2+. Alors, anion, c'est juste un ion négatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, et cation, c'est un ion positif, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, ces ions ne vont pas se mettre n'importe comment pour constituer le cristal. Ils vont se mettre sous forme d'un réseau parfaitement organisé, structuré, et globalement, ce réseau devra être neutre. Là, ce qui est affiché à l'écran, c'est ce qu'on appelle une maille élémentaire. C'est un motif élémentaire donc, qui va se répéter avec un nombre de répétitions très important, selon la taille du cristal. Bref, c'est ce motif qui se répète plein de fois. Donc on peut imaginer d'autres cubes côte à côte dans les trois dimensions de l'espace. Donc voilà. Cette maille élémentaire, elle est constituée donc d'ions. On a les ions calcium ici qui sont modélisés par des sphères vertes et les ions fluorure qui sont modélisés par des sphères rouges. Voilà une autre forme de représentation possible. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir sur ces autres représentations la distance qu'il y a entre les différents ions. Et également ici, ce qui est pas mal, c'est de voir bien ces liaisons, enfin ces barres là grises. On va voir à quoi ça correspond. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces ions sont disposés de manière ordonnée et que le cristal est électriquement neutre. Pour les schémas, vous embêtez pas trop. Page 207, vous avez l'exemple du sel de table, le chlorure de sodium, NaCl. Donc voilà sa maille élémentaire, avec les ions chlorure ici et sodium ici. En fait, ce qu'il est important pour vous de retenir, c'est que chaque ion va s'entourer d'un ion de signe opposé. D'accord ? Regardons ici, par exemple, là, le sodium, ici, on voit bien que directement, il est accolé à un chlorure, ici, 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 et en extrapolant un peu la vue, on peut imaginer que ici il y aurait un autre chlorure, il y en a un en dessous et il y en aurait un au-dessus. D'accord ? Parce que n'oublions pas que cette maille-là se répète à l'infini dans les trois dimensions. Enfin, quand je dis à l'infini, tout est relatif, selon la taille du cristal, quoi. Bon. Infini, ça veut dire que c'est un grand nombre de fois, quoi. Donc, notez bien qu'il y a alternance aussi d'ions sur chaque axe. On le voit très bien sur ce schéma-là. Ici, si je suis centré par exemple sur le sodium, donc on a un atome de sodium au milieu ici, eh bien on voit qu'il y a chlore, sodium, chlore, après ça ferait sodium, chlore, sodium, etc. Et là, si je centre sur le chlorure, là j'ai le chlorure au milieu, pareil, il y a une alternance, donc ça ferait sodium, chlorure, sodium, etc. etc. Petit 2, cohésion des solides ioniques. Bon, je pense que vous avez compris. On a vu qu'il y avait alternance d'ions sur chaque axe des cristaux, donc ions positifs, ions négatifs, etc. Donc bien sûr, ce qui va expliquer la cohésion, c'est la loi de Coulomb, qu'on a déjà vu en physique, ou que vous allez voir maintenant. Donc cette loi de Coulomb, elle est simple. On va imaginer deux particules, une particule A et B, qui ont chacune une charge QA et QB, séparées d'une distance d. Eh bien elles vont agir, elles vont subir, enfin elles vont exercer l'une sur l'autre une interaction qu'on appelle interaction électromagnétique. Donc on va étudier ces caractéristiques, donc comme pour n'importe quel vecteur, et on va devoir définir la direction, le sens et la norme. Alors la direction, c'est une droite AB, d'accord. Le sens, ça dépend du signe des charges, et la norme, que vous devez connaître par cœur et savoir utiliser, c'est K, la constante de Coulomb, multipliée par le produit des charges de chaque particule, divisé par le carré de la distance qui les sépare.
Concernant le sens, on a dit que selon les cas, les interactions pouvaient être dans un sens ou dans l'autre, autrement dit attractives ou répulsives. Là, si je prends des charges de même signe, donc par exemple QA négatif, QB négatif, eh bien les particules vont se repousser, et voilà comment vont être représentées les forces. F de A sur B ici, c'est bien B qui subit, donc le point d'application est sur B. Et F de B sur A ici, c'est bien A qui subit, donc le point d'application est ici. Et on voit bien que les vecteurs force sont opposés, donc il y a répulsion. Si les charges sont de signes opposés, eh bien c'est le contraire. Voilà le schéma qu'on obtiendrait. Ce que vous devez retenir, c'est que les interactions électromagnétiques sont responsables de la cohésion de la matière à l'échelle atomique. Si on a un ion négatif à côté d'un ion positif, eh bien il va y avoir une interaction attractive entre les deux. C'est ce qui va stabiliser la maille élémentaire et plus globalement le cristal. Étudions ça autour d'un exemple, ça rend les choses plus claires. Donc je reprends le sel de cuisine, NaCl. Voilà une vue de dessus de la maille élémentaire. Donc prenez ce schéma, il vous aidera pour les exercices en classe, prenez-le. Donc en fait, il se trouve que les forces attractives l'emportent sur les forces répulsives. C'est pas forcément intuitif puisque on a quand même ici des charges négatives qui sont proches, qui ont l'air proches ici, des chlorures côte à côte. Donc on avait vu tout à l'heure que normalement il y a une interaction répulsive entre les deux. Ici, c'est vrai, il y a une interaction attractive. Donc reste à voir, à vérifier qui l'emporte sur les deux. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de travailler avec l'expression littérale de la force électrostatique et de me proposer à la séance suivante, à la séance de cours, une hypothèse pour m'expliquer que les forces attractives l'emportent. En tout cas, vous pouvez noter déjà et bien encadrer que l'interaction électrostatique, elle est responsable de la cohésion du solide ionique. Deuxième point, on va voir maintenant la structure d'un cristal moléculaire cette fois. Tout à l'heure, c'était les cristaux ioniques, donc constitués d'ions. Eh bien, les cristaux moléculaires sont constitués, comme le nom l'indique, de molécules. Par exemple, l'eau sous forme de glace est constituée d'un assemblage de molécules d'eau. Donc on voit là, ici, le modèle, deux boules blanches qui font l'hydrogène, une boule qui fait l'oxygène. Et entre chaque molécule, on constate qu'il y a un trait gris ici. Donc on va chercher à savoir que représente ce trait gris ici. Même exemple autour du sucre, voilà la structure du glucose par exemple. Et en fait, on va voir que la cohésion des solides moléculaires elle est assurée par deux types d'interactions intermoléculaires. Intermoléculaire, ça veut dire entre plusieurs molécules. D'accord ? Donc, pour ce faire, il faut que les molécules soient polaires. Donc, on va voir ce que c'est que la polarité d'une molécule. Alors, pour comprendre cette notion de polarité d'un cristal moléculaire, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'électronégativité. En fait, l'électronégativité, ça traduit l'aptitude qu'a un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison covalente. Par exemple, si je prends l'exemple du chlorure d'hydrogène, HCl. On a une liaison covalente entre les deux atomes. Jusque-là, on avait vu qu'il y avait mise en commun des électrons. D'accord ? Et lorsqu'on s'intéresse un peu plus aux électrons de la liaison, on constate qu'ils sont plus proches du chlore. Parce que celui-ci est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, les électrons de la liaison covalente, il va les attirer vers lui. Comme il a vers lui ces électrons, il va avoir ce qu'on appelle une charge partielle négative qu'on note delta-. C'est un S avec la queue qui lui remonte dans le dos. C'est delta-. Et bien sûr, ça va polariser l'atome d'en face qui lui va devenir delta+. N'oublions pas que HCl à la base c'est neutre, donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a ici une charge partielle négative sans mettre une charge partielle positive ici. Petite remarque, je dis bien que ce sont des charges partielle. Si vous mettez un moins, si vous ne mettez pas le delta ici, c'est faux, parce que ce n'est pas une charge effective, ce n'est pas une charge réelle, si vous voulez. Elle est potentiellement là, c'est une charge partielle. D'accord, voilà. Pareil pour la molécule d'eau. Donc ici, l'oxygène, il attire vers lui les électrons, donc l'hydrogène est moins électronégatif. D'accord ?
Donc là, lui, il a deux charges partielles négatives, puisqu'il y en a une qui est due à cette liaison-là, et une autre qui est due à cette liaison-là. Donc il en aura deux. Ce que vous devez retenir, entre autres, c'est l'évolution de cette électronégativité dans la classification périodique. Elle est croissante lorsqu'on monte dans le tableau et lorsqu'on va vers la droite. Le fluor étant l'atome le plus électronégatif et le francium le moins électronégatif. Vous devez également bien comprendre que la différence d'électronégativité induit l'apparition des charges partielles. Ça, c'est très important pour comprendre la suite. Cette apparition de charges partielles, en fait, va créer ce qu'on appelle un moment dipolaire. Alors, en fait, ce moment dipolaire, il est dû à la polarisation de la molécule. En fait, voilà comment il se note, hein, c'est mu, ici, c'est un U avec une queue hein, dans le dos. Donc c'est vectoriel, et c'est toujours orienté de la charge delta- à la charge delta+. Toujours. Donc ça, vous l'encadrez, c'est très important. Par exemple, si je reprends le chlorure d'hydrogène, HCl, on a vu tout à l'heure que le chlorure, il était delta-, l'hydrogène delta+, donc la flèche sera forcément, enfin le vecteur, pardon, sera orienté de cette manière. Et là, si on a un vecteur moment dipolaire, ça veut dire que la molécule est polarisée. Maintenant, on va essayer de généraliser la polarité d'une molécule. Hein. On va trouver un schéma qui symbolise tout ça, qui modélise. Donc, on va discerner deux cas. Le cas des molécules diatomiques, constituées de deux atomes, et les molécules polyatomiques, qui possèdent plus de deux atomes. Alors, pour les diatomiques, on peut faire un arbre général. Deux cas possibles. Est-ce que les atomes sont identiques ou est-ce qu'ils sont différents? S'ils sont identiques, c'est très simple. Ils auront la même électronégativité, donc forcément, pas de charge partielle, donc la molécule sera dite apolaire. C'est un terme important. C'est le cas par exemple de F2, O2, Cl2, etc. Si les atomes sont différents, il y aura donc une différence d'électronégativité et la molécule deviendra polaire. C'est le cas par exemple de HBr, HI, oxyde de carbone, etc., etc. On va étudier maintenant le cas d'une molécule polyatomique, donc plus que deux atomes pour la molécule. Comme c'est un peu plus compliqué, on va raisonner autour d'un exemple, à savoir la molécule d'eau. On veut voir si la molécule est polaire. Donc pour ça, on va regarder s'il existe un moment dipolaire global de la molécule. Pour ça, c'est simple, il suffit de faire la somme géométrique des moments dipolaires associés à chaque liaison. Donc voilà la structure de la molécule d'eau, plane coudée, la géométrie plane coudée. On a facilement les moments dipolaires de chaque liaison, d'accord ? Donc on va faire la somme vectorielle de ces deux moments dipolaires et on va obtenir le moment dipolaire global. Alors on reverra la construction de cette somme vectorielle en classe, ne vous inquiétez pas. Mathématiquement, voilà la notation. On voit que le moment dipolaire mu1 plus mu2 donne le mu de H2O global, qui existe. Donc, ce qui dit que la molécule est polaire. Autre manière de raisonner, parce qu'en fait, pour tout vous avouer, les moments dipolaires, ce n'est pas au programme de première S. Mais vu que ça va vous aider pour plus tard, j'en parle un petit peu. On n'est pas obligé de les utiliser. Vous pouvez faire un raisonnement un peu plus simple. Il consiste en fait à raisonner autour des positions moyennes des charges partielles. Je m'explique. Ici, on a la position moyenne des charges partielles négatives, de delta-. On peut faire de même pour les charges partielles positives. Ici, là, j'ai tracé des petits axes pour voir la position moyenne qu'il y avait entre les deux protons. Ça va nous donner la position moyenne de la charge, des charges partielles positives. On voit que ces positions ne sont pas confondues. Donc, quand elles ne sont pas confondues, ça veut dire que la molécule est polaire, tout simplement. Les deux raisonnements se rejoignent, parce que regardez ici, si je prends les deux positions, je peux tracer un moment dipolaire entre les deux, ça veut dire que la molécule est polaire. Donc normalement, il n'y a pas de problème, vous utilisez un raisonnement ou l'autre, pas de souci. Maintenant, le cas de la molécule de dioxyde de carbone. Donc, géométrie linéaire. Donc là, on a l'atome de carbone central, ici un atome d'oxygène, ici aussi. On peut trouver facilement les moments dipolaires de chaque liaison, et la somme vectorielle va donner, je vous laisse réfléchir un instant, et oui, un vecteur nul.
Donc c'est bien un vecteur nul, c'est pas 0, hein, c'est un vecteur nul. Bon, on en reparlera. Mais en tout cas, ça, vu que les vecteurs sont opposés et de même norme, eh bien le vecteur global est nul. Donc ça veut dire que la molécule est apolaire, elle n'est pas polaire. Même raisonnement avec les positions moyennes des charges partielles. Là, on a bien sûr la charge partielle positive qui est ici au niveau du carbone, et la position moyenne des charges partielles négatives, elle est entre les deux charges, les charges partielles négatives. Donc les charges partielles sont confondues, donc la molécule est apolaire. Maintenant que cette notion de polarité de molécule est bien comprise, on va pouvoir l'exploiter pour interpréter justement les interactions intermoléculaires qu'il existe dans les solides moléculaires et qui expliquent leur stabilité. On va commencer par une première interaction qui s'appelle interaction de Van der Waals. Ce sont des interactions de faible intensité, de type électrostatique, entre dipôles électriques. Elles ont une intensité proportionnelle à la polarité d'une molécule et inversement proportionnelle à la distance entre les molécules. Bon. Prenons le cas d'une molécule polaire, constituée par un dipôle qui est dit permanent, par exemple ICl ou HCl, ou bon, peu importe. Donc en fait, voilà comment ça se passe. En fait, le réseau cristallin va s'organiser de cette manière. Ici, j'ai le plus, alors si c'était du HCl, eh bien là ce serait l'hydrogène, ici ce serait le chlore, d'accord? Ici à nouveau l'hydrogène, ici le chlore, etc., etc. Et on voit qu'il y a une alternance à chaque fois, que ce soit horizontale ou verticale, une alternance entre les ions. Donc les molécules s'organisent en réseau. Cette organisation va permettre d'obtenir des interactions de Van der Waals, donc que j'ai symbolisé en pointillé ici, entre la charge partielle positive et la charge partielle négative de chaque molécule. D'accord? Donc ça va créer un réseau stabilisé, quoi. Alors, pourquoi on n'appelle pas ça interaction électrostatique? Puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'interaction entre des vraies charges, comme par exemple tout à l'heure pour les solides ioniques, on avait des vraies charges négatives autour du chlorure, des vraies charges positives autour du sodium. Donc là, on parlait vraiment de force électrostatique. Là, ce sont des charges partielles. D'accord? Donc on n'a pas le droit de dire que ce sont des forces électrostatiques. C'est ce qu'on appelle des interactions de Van der Waals. Elles sont de même nature, elles sont de type électrostatique, mais elles n'ont pas du tout la même intensité. Elles sont beaucoup plus faibles que les forces électrostatiques. D'accord? Donc voilà comment nommer, hein. Vous pouvez noter ça, VDW, pour aller plus vite dans vos prises de notes. Hein, d'accord? En tout cas, vous devez retenir que chaque molécule constitue ce qu'on appelle un dipôle, qui est caractérisé par le moment dipolaire du dipôle. D'accord? Donc on a plein de petits dipôles électriques qui sont reliés entre eux par des liaisons de Van der Waals. Et c'est ce qui assure la cohésion des cristaux de ICl ou de HCl, ou bon, enfin vous avez compris le principe, quoi. Maintenant, on s'intéresse au cas d'une molécule apolaire, d'accord? Donc, qui a priori n'est pas pourvue d'un moment dipolaire, elle est apolaire, elle est pas polaire. Bon, exemple du diode que vous pouvez voir ici dans une coupelle. Comme je le disais, si elle est apolaire, elle est dépourvue de moment dipolaire. Et pourtant, on a un solide dans la coupelle ici qui est stable. Hein. Là, il n'est pas en train de se décomposer sous nos yeux, là, il est parfaitement stable. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a permis la formation quand même de liaisons de Van der Waals. C'est pour ça qu'ici j'ai mis entre parenthèses dipôle induit. Effectivement, on part de quelque chose qui est apolaire, qui n'est pas un dipôle, et il va se former quand même un dipôle, hein, par induction. Alors, comment expliquer cette polarisation? Je reprends l'exemple de l'électrisation qu'on avait vu ou qu'on va voir en physique. Donc, pour l'observer, c'est très simple, cette électrisation, il suffit de découper des petits confettis de papier, de prendre une règle en plastique, de la frotter avec de la laine, et en approchant cette règle, vous pourrez constater que les petits bouts de papier s'envolent pour venir se coller à la règle. Les bouts de papier étaient complètement apolaires, et sous l'influence de la règle qu'on a approchée et qui était chargée par frottement, on a une polarisation des petits bouts de papier et une force, une interaction, plus exactement, électrostatique qui va se créer entre les deux. D'accord ?
C'est exactement ce qui va se passer avec la molécule de diode, donc qui est apolaire, d'accord, qui n'est pas polaire, qui n'est pas pour l'instant un dipôle. Regardez, lorsque je vais l'approcher d'une molécule d'eau, qui elle constitue un dipôle, puisqu'il y a un moment dipolaire, eh bien en fait, la molécule va se polariser. Regardez ici, n'oublions pas là, les 2 delta moins là, en fait, résultent d'une grosse densité de charge négative près de l'oxygène, ce qui va repousser en fait les électrons de la liaison covalente du diode vers l'atome le plus loin, donc création d'une charge partielle de ce côté, négative, et donc polarisation ici en delta plus sur l'atome en face, et donc on vient de créer un dipôle induit, on appelle ça, alors qu'il était parfaitement apolaire au début. Et donc ça va permettre la réorganisation du réseau cristallin et sa stabilisation, d'accord. On a toujours pareil une alternance de charges partielles négatives et positives dans le cristal, et donc apparition de liaisons de Van der Waals entre chaque charge partielle. C'est ce qui va permettre également d'expliquer comment le Margouille a fait pour tenir la tête en bas et nous faire des petits cadeaux sur le linge qui est en train de sécher sur la varangue. Un problème classique, bref, c'est pas là la question. Donc en fait, comment ça se passe? Lui, sous ses petites pattes, il a des micro-poils qui vont frotter lorsqu'il va marcher contre le mur et le polariser et induire des liaisons de Van der Waals qui vont lui permettre de rester accroché au mur, là, même la tête en bas. Donc pour résumer, on peut dire que la cohésion d'un solide moléculaire, elle résulte de l'interaction de Van der Waals attractive entre dipôles électriques permanents ou induits. Mais ce n'est pas la seule interaction qui rentre en jeu pour stabiliser les solides moléculaires. En effet, on parle aussi de liaison hydrogène. Alors, ces interactions, elles sont de type électrostatique. Elles se forment à chaque fois qu'un hydrogène est partagé entre 2 atomes très électronégatifs. Par exemple, l'oxygène, l'azote, le fluor, etc. À chaque fois, il faudra qu'il y ait un doublet non liant qui soit partagé entre ce type d'atome et l'hydrogène de la molécule voisine. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un exemple, voilà ce que ça donnerait. On a un hydrogène qui est lié à un azote. D'accord? Donc, atome électronégatif. En face de cet hydrogène, il y a un atome électronégatif. Bon, ici, il se trouve que c'est encore un azote, ça pourrait être autre chose, avec un doublet non liant. Donc, vous voyez, entre l'hydrogène qui est lié à ce qu'on appelle un hétéroatome, un atome électronégatif, et un autre atome électronégatif, il y a un doublet non liant. Et lorsqu'ils vont être alignés, ces atomes, il va se former une liaison hydrogène entre les deux, que j'ai modélisée ici par des traits en pointillés. Et on peut reproduire ça sur plein d'autres molécules, par exemple la molécule d'eau, qui va être stabilisée donc, dans le cas de la glace par ces liaisons hydrogène ici. C'est ce qui va expliquer, on en reparlera en classe, mais les différences de température, de changement d'état par exemple. Ce type d'interaction, l'importance de ces interactions, on en reparlera de ça. Autre exemple, avec du fluorure d'hydrogène ici, vous pouvez noter également qu'elles sont plus intenses que les liaisons de Van der Waals. Ça, c'est important que vous le notiez pour justement expliquer les différences de température de changement d'état. Toutes ces interactions vont énormément stabiliser les cristaux. Par exemple, là, on a le Kevlar qui est stabilisé par des liaisons hydrogène. Et le Kevlar, vous savez, qui va être utilisé, entre autres, pour fabriquer des gilets pare-balles. Hein, ce qui atteste vraiment de l'importance de ces interactions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. À bientôt.